Fait vraiment sombre dans cette forêt où l'on joue à se perdre, quitte à s'y perdre pour de bon. Bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui, même entre eux, une nouvelle de Paul Nesdom, publiée en avril 2024 dans sa collection Histoire de la morte mort sous licence Creative Commons sur le site Atramenta, service de publication d'œuvres écrites en ligne, en e-book, en livre audio et papier. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Un voyage. Tout est sombre ici. Il n'y a que de la boue dans cette forêt. Je me retrouve précisément là, dans l'obscurité d'épais feuillages, avec mon fils de 8 ans que je lève, seul, comme si nous ne faisions qu'un. La forêt vierge de Chiapas, au Mexique. Oui, nous avons prévu de visiter des pyramides. On marche, on joue, faisant semblant de nous égarer, tels des aventuriers ou des explorateurs. Les lianes, des branches et d'énormes feuilles couvertes d'eau nous encerclent au son de cris inquiétants, rugissements étranges, sifflements. Nous nous enfonçons dans la vase et l'humidité. Derrière de hautes herbes, apparut alors une colline assez élevée, de 100 mètres peut-être, qu'on décida immédiatement d'escalader. Évitant les épines, les branches pointues, nous étions attentifs au moindre mouvement suspect d'un insecte ou d'un reptile quand, à nos pieds, tout fut soudain remplacé par d'innombrables toiles d'araignées, toutes plus poisseuses les unes que les autres, aux occupantes curieusement blanches, toutes, et agitées, agressives, comme si elles s'opposaient à ce que nous poursuivions. Il valait mieux rebrousser chemin, repartir, mais quel dommage, être arrivé là pour rien. Un cri retentit, venant du sommet, un cri humain, celui d'un enfant. Plus question de faire demi-tour. On voulut comprendre. Pourquoi y avait-il des personnes là-haut? Que faisaient-elles? On grimpa, courbé, nous hissant aux racines, aux branches, aux pierres, à tout ce qui s'offrait aux mains, multipliant nos efforts. Subitement, plus aucune toile d'araignée ne fit obstacle, comme si une limite naturelle, une frontière invisible les avait retenus. Plus une seule. Les cris d'enfants, il y en avait désormais plusieurs, se poursuivaient. On atteignit le sommet. Là, s'étendait une grande surface plate, formant un cercle avec, au beau milieu, un arbre. Un grand arbre blanc, ou plutôt recouvert d'une curieuse poudre blanche, telle de la cendre. Le sol aussi, sans herbe, ni la moindre plante, n'était constitué que de cette poudre. À croire que la nature se refusait à venir empiéter sur ce territoire avec cet arbre tout au centre, si imposant, robuste, solide,
aux longues branches entrelacées, mais semblant également pourrir, moisis, morts, d'affreux champignons jaunâtres s'étendant sur tout le long de son tronc. Ces cris qui avaient attiré notre attention allaient savoir d'où ils venaient. Il n'y avait absolument personne, seulement mon fils et moi. « Oh, regarde !» s'exclama-t-il. « Il y a un trou là, dans le tronc, là, regarde, au niveau de la première branche. » C'était une grosse branche, épaisse, à peut-être 2,50 m au-dessus du sol. « Regarde, oh, il y a quelque chose qui bouge. » À l'intérieur même du creux, nous venions d'apercevoir une étrange forme blanche, allongée et visqueuse, semblait-il. « Qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être une espèce inconnue. Il faut voir. »« Non, » répondis-je. « Je ne sais pas. Ça doit être dangereux. »« Hisse-moi. »« Non. D'abord, c'est moi qui vais regarder. »« On va découvrir une espèce ? » ?»« Arrête un peu. Tu es sûr que tu veux voir ? » ?»« Oui, » fit-il. « Oui, bien sûr. » Impossible de le décevoir. Je bondis pour attraper la branche des 2 mains, puis me levai à la force des bras pour l'enjamber et m'y asseoir à califourchon. À ce moment même, un hurlement horrible, terrifiant, jaillit de la terre. Un râle glaçant, un cri de mort, déchirant, plein d'une abominable souffrance. On se regarda, mon fils et moi. Un étrange brouillard s'éleva pour cacher le soleil pendant quelques secondes, nous plongeant dans l'obscurité. Puis, la lumière réapparut. On reprit nos esprits. L'affreuse impression causée par ce cri dément et ce curieux brouillard disparut. La branche était solide. Elle ne casserait pas. Le trou était juste en face de moi. Vu sa largeur, un corps humain pouvait sans doute s'y glisser. Avançant peu à peu vers l'orifice, je remarquai alors quelque chose d'étrange. À chacun de mes mouvements, des milliers de minuscules choses blanches s'effritaient pour tomber au sol. En observant plus précisément, il s'agissait de vers, d'asticots, oui, d'innombrables vers qui ne bougeaient pas, secs, morts, comme vidés de leur substance, pour ainsi dire. Il n'en restait que l'enveloppe. Cette poudre blanche, ce n'était que ça. Des vers, morts, desséchés, accumulés sur les branches et jonchant le sol. Je les balayai de la main. Relevant la tête vers le trou, je pus alors y distinguer la carcasse d'un animal, un gros rat peut-être, et plusieurs araignées mortes, de grosses araignées, velues, inertes, d'énormes cafards, la peau d'un long serpent, et même des chaussures dont on ne voyait que le dessous de la semelle. Une chose bougea. Ou était-ce mon imagination ? Au fond, une grosse forme blanche et ovale se déplaça, très lentement, semblant ramper. Un ver, un gros ver blanc. Mais vraiment très gros, celui-là, comme je n'en avais jamais vu, tout recroquevillé, ressemblant à une larve, mais énorme. Il se tournait dans ma direction. La taille surprenante, invraisemblable,
2 billes rouges lui servaient Dieu, alors qu'une rangée d'épines quasi transparentes se dressait au-dessus de son corps. De toute sa masse, il commença à s'extirper du trou, lentement, toujours plus impressionnant. Et là, me prenant par surprise, fulgurant, il accéléra pour immédiatement se trouver devant moi, tout contre moi, à quelques centimètres. Terrifié, j'en perdis l'équilibre et tombai. Mon fils hurla. Je crus à nouveau entendre des cris d'enfant. Une petite fille, je crois, hurlant quelque chose en espagnol. Un domilone. Je me retins à la branche de la main gauche, par réflexe. Mais il me fallut aussi le saisir de l'autre main pour me stabiliser et tenter de retomber sur les pieds. Le verre était juste au-dessus. Impossible de faire autrement. Élançant la main droite pour me rattraper, je l'écrasai. J'écrasai le verre, l'aplatis, sentant son enveloppe fragile, sa membrane craquer, puis se briser sous mes doigts. Un écœurant liquide rouge me dégoulina sur le visage, les lèvres, les dents, atteignant même le fond de ma gorge, abject à en mourir. Je lâchai prise et tombai lourdement au sol, contre le tronc, en plein dans cette poudre blanche, désormais imbibée du liquide rougeâtre que répandait le verre. Ma main droite, mon visage, mes épaules et tout mon dos en étaient recouverts. « Regarde, regarde ce que tu me fais faire !» hurlai-je à mon fils. « Merde, je t'ai dit que c'était dangereux !» Il pleura. « Désolé. » Me relevant douloureusement, je titubais, m'égarais, ne faisant plus attention à rien, sur le point de m'évanouir. Comment redescendre de la colline? Par quels moyens regagnerions-nous le village pour rentrer à l'hôtel? C'est ce qu'on fit, pourtant, maladroitement, tant bien que mal. On redescendit. Mon fils m'aida, me soutenant, me retenant. Il se rappela d'un guide qu'il avait vu auparavant et put le retrouver. Ce dernier nous accompagna jusqu'à une zone plus touristique où un de mes amis, moyennant un peu d'argent, accepta de nous ramener à l'hôtel. Épuisé, je sentais que les personnes m'évitaient, s'écartaient sur mon passage, presque inconsciemment. Même le réceptionniste laissa la clé sur le comptoir et recula contre le mur plutôt que de me la donner à la main. C'était un vieil hôtel miteux et délabré, sans doute à cause des tremblements de terre particulièrement courants dans cette région. Dans la chambre, mon fils, me voyant si énervé, ne m'adressa pas la parole. Il resta dans un coin de la pièce, surveillant mes réactions. Prenant un papier, il m'écrivit un mot. Je lui dis de le garder. Je ne voulais pas le lire. Ce que je souhaitais, c'était me doucher, me laver, effacer ce liquide répugnant de mes doigts et de mon corps. Mais je me sentais trop fatigué pour ça. Il faudrait d'abord dormir. Bien des heures plus tard, ayant enfin pu m'assoupir, je me calmais. Ma main droite était toute boursouflée. Les épines du verre y avaient fait de nombreux petits trous, encore très douloureux. Ça allait pourtant mieux. Parfait. Je n'avais pas envie d'aller voir un docteur, et encore moins de me retrouver dans un hôpital. Et si on m'y gordait, et s'il fallait m'envoyer dans un autre hôpital, celui d'une grande ville, et si on m'amputait, ah non, pas à cause des épines d'un insecte. De l'alcool, un
bandage, ça suffirait. Et puis, je n'avais plus si mal. Mon fils dormait. Il devait être très tard. Je sortis pour aller acheter quelque chose à boire. Là, au 3e étage, en m'approchant de l'escalier, se trouvait un vieil homme assis sur la première marche. La peau très mate, pratiquement chauve, et le visage tout ridé, inexpressif, qui me parla. En dehors de mon fils, c'était le premier à m'adresser la parole depuis l'incident de l'insecte. Je crus comprendre certains mots. À l'écouter, j'allais beaucoup dormir. Il ne fallait pas tuer ces vers anciens, redoutables, qui ne pardonneraient jamais, même entre eux, s'entre-dévorant. Leur existence allait contre celle de la nature, de la forêt, qui les avait ainsi repoussés, exclus. Ils n'aimaient rien, ne vivaient que de la mort. Il me demanda également de ne plus jamais revenir ici. Je le remerciai, sans trop savoir de quoi, peut-être juste pour qu'il parle. Ce qu'il fit, bien sûr. Je sentis effectivement que j'allais beaucoup dormir, c'était vrai. Regagnant ma chambre, je ne pus résister au besoin de m'allonger et de fermer les yeux jusqu'au jour suivant, très tard, vers la fin de l'après-midi. 2 jours après, nous rentrions en France. Voilà ce dont je me rappelle. Ou était-ce un rêve? Un rêve que je fais souvent. Oui, ai-je seulement rêvé? De retour en France, tout changea. Je ne pus reprendre ma vie normale. Mon visage était enflé, bouffi, et une étrange odeur acide de moisi ne me quittait pas. J'avais beau me laver, me parfumer, des heures durant, elle revenait, écœurante. Mes joues, mon front, le menton, ma gorge avaient grossi. Je ne me ressemblais plus. C'était un visage gras, gonflé, et toujours cette odeur. Mon sommeil aussi changea. Je dormais beaucoup plus, parfois sans même être fatigué, et ne me réveillais pas aux heures prévues. Mon sommeil m'échappait. Il pouvait me frapper en pleine journée, au début du soir, ou parfois même le matin. Je me réveillais de longues heures plus tard, des fois 10 heures, 11 heures, atterré, n'y comprenant rien. J'allais voir des dermatologues, des spécialistes en infections, en maladies rares. Ils ne trouvaient aucune explication. Du pu me sortait de la peau sur tout le corps. Je sentais incroyablement mauvais, une odeur de graisse, d'huile, acide et intense, comme un mauvais vinaigre, insupportable, qui pouvait piquer les narines et donnait envie de vomir, voire de mourir. Nul n'y entendait rien. Cela venait du cerveau, apparemment, mais demeurait incompréhensible. Je sentais mon visage s'ouvrir, se fendre au niveau de l'arête nasale. C'était certainement ce qui se passerait. Ma peau se déchirerait, ma face se couperait en deux, je le savais. Puis, il me vint une pensée étrange. Je pensais de plus en plus à manger mon fils, oui, à m'en nourrir par une sorte d'instinct. Lorsque j'en parlai à un docteur, il fut décidé qu'on le séparerait de moi. Ce fut très rapide, je ne devais plus le voir.
Il serait interné dans une famille d'accueil ou un établissement particulier, mais il ne pouvait plus rester avec moi. Alors, je déprimais. Mon ex-femme voulut me revoir, comprendre ce qui se passait. Je ne lui dis rien. Où était notre fils? Je répondis qu'il était en sécurité, se portant très bien sans elle. Elle ne chercha pas à en savoir plus. De toute façon, elle ne l'avait jamais aimé, ni lui, ni moi. Quelque chose voulait sortir de mon crâne, de mon visage. Mais quoi? Je souffrais à en hurler. Ça tentait de m'ouvrir la tête, de la scinder en deux parties, pour sortir, s'enfuir. En même temps, je savais que toucher à mon cerveau m'aurait achevé. J'en dépendais trop, plus que jamais. Là-dedans, il y avait une chose qui ne se laisserait pas examiner. Ce serait la mort certaine, l'extinction de toutes mes facultés, un arrêt total et définitif. Enfin, la douleur se calma. Peu à peu, je retrouvai un aspect acceptable et parvins à me contrôler. Malgré une certaine souffrance que j'éprouvais encore par moments, tout sembla revenir à la normale. Je redevins moi-même et pus reprendre mon travail. Il était encore trop tôt, mais je pourrais bientôt récupérer mon fils. Le cauchemar allait terminer. Je pouvais me regarder dans une glace. Mes vêtements, mon corps ne puaient plus épouvantablement. Mon visage avait repris sa forme d'avant. Ma vie aussi. Enfin, c'est ce que je croyais. Au travail, on me retrouva les bras ouverts. J'avais manqué à tout le monde. Quelle horrible maladie. Donc, pas de différence. Curieusement, j'avais tout de même remarqué de nombreuses petites toiles d'araignées tout contre mon lit. J'avais beau les détruire, le lendemain elles étaient à nouveau là. De petites toiles, habitées d'araignées plus ou moins fines, velues, grises ou marron, de partout. Comme c'était curieux. Je travaillais dans une compagnie d'assurance, à un bureau, assis, devant un ordinateur, toute la journée. Une petite toile d'araignée apparut contre ma corbeille à papier, une autre dans ma boîte à stylo, puis sous mon clavier, au dos de ma chaise. Elles étaient là, c'est tout. Près de moi, et nulle part ailleurs dans la pièce. Quand je me levais et parlais, elles sortaient de leur galerie et semblaient vouloir me suivre jusqu'à l'extrémité de leur toile, puis m'attendaient. Lorsque je revenais et m'asseyais, elles regagnaient le creux de leur habitat. Je repartais, elles ressortaient. Je revenais, elles se cachaient à nouveau. Puis, j'en vis même certaines quitter leur toile et me suivre lorsque j'allais aux toilettes, par exemple, ou me servir un café, ou encore manger un morceau. Contre mon lit, elles s'agrippaient à moi, jusqu'à un matin où, me réveillant, il y eut des centaines, des milliers peut-être sur moi me recouvrant. Je les chassais de mes mains, les tuais. Elles restaient là. Marchant dans la rue, je les voyais abandonner leur toile pour plus ou moins lentement me suivre. Ma peau devait les attirer, ou peut-être mon odeur. Comment l'expliquer? Impossible de revoir mon fils dans ces conditions. Et puis, comment dormir? Une fois, à mon réveil, non seulement elles étaient là sur moi,
par milliers à nouveau, mais me dévorait, ou plutôt me perçait le corps. J'avais de légers trous sur tous les membres. Ma peau en était râpeuse, incrustée d'innombrables petits vides, d'aspérité, en faisant une sorte de croûte irrégulièrement creusée, entamée. Je les chassais encore, terrorisé. Elle me dévorait donc. En me rendant au travail, toutes ces araignées me suivaient le long du trottoir, quand soudain, elles s'arrêtèrent pour s'écarter et m'abandonner. 2 femmes avancèrent vers moi, brunes, à la peau sombre et légèrement fripée, me fixant du regard, sans la moindre distraction, intensément, obsessivement. Je voulus les éviter, accélérer, mais elles me suivaient, comme si elles sentaient mon odeur. Impossible de les semer. Elles réapparaissaient là, derrière moi, sur mes traces, l'air méchant, sans prononcer le moindre mot, me talonnant. Arrivé devant la porte de mon emploi, la compagnie d'assurance, elles sursautèrent, effrayées, et partirent chacune dans une direction différente, précipitamment. Une autre femme apparut alors à ma droite, elle aussi, à la peau foncée mais grise, comme morte, putréfiée. Elle était plus grande, imposante, intimidante, mais également plus belle, voluptueuse, séduisante, malgré son aspect terreux, désincarné, sans vie. Brune, avec de grands yeux noirs, elle s'interposa entre la porte et moi pour m'empêcher d'entrer. Je la bousculai un peu et réalisai alors sa force, la raideur de son corps, la froideur de sa peau. Impossible de passer. À l'intérieur de l'agence, mes collègues nous avaient vus et s'inquiétaient. Certains se levèrent pour voir de quoi il s'agissait. Je pris alors cette femme de vitesse, entr'ouvrant rapidement la porte pour m'y glisser et la refermer. Là, je feignis un rire et arrivai à mon bureau, commençant à mettre mes affaires en ordre avant de m'asseoir. C'était juste l'heure. L'étrange femme ouvrit et entra aussi, indifféremment. Naturellement, pour venir jusqu'à moi, restant planté face à mon bureau, le regard braqué sur moi. Tu veux de l'aide » me demanda mon voisin de droite dans l'agence. Non, ça va. Il faut appeler la police. La femme me fixait, impassible. Des problèmes conjugaux ? Non, non. Extra-conjugaux ? Non plus, non. Madame, vous voulez quelque chose ? On peut vous aider ? Elle ne regardait que moi, imperturbable. Je sentis qu'il n'y avait rien à faire. Quelque chose au plus profond de moi-même me l'avait fait comprendre. Mais qu'on me vire s'il le faut. Désolé, je ne peux pas commencer la journée comme ça. Je rattraperai les heures. Ou qu'on me foute à la porte. Désolé, je vais partir. Attends, répondit Jacques, un collègue. On expliquera tout ça au patron. Ce n'est pas de ta faute. On le voit bien. Ça s'arrangera. Désolé pour aujourd'hui. Je sortis. Comme prévu, elle m'emboîta le pas. Celle-ci était plus grande et plus belle que les 2 autres, mais avec quelque chose d'encore plus repoussant, de profondément morbide. Je marchais de plus en plus vite. Elle me suivait. Qui pourrait m'aider dans une telle situation ? Que faire ? Le chemin conduisant chez moi à l'orée de la forêt, parmi les arbres,
s'est effacé. De l'herbe y a poussé jusqu'à totalement le cacher. Puis, toute cette herbe est devenue blanche, pâle, et a pourri avant de complètement disparaître. Il n'y a plus de chemin, juste des pierres et cette espèce de poudre blanche. Mais plus de chemin. Rentrer chez moi est devenu difficile, hasardeux. Bien souvent, je m'égare. Elle me suivait. J'arrivai enfin devant mon petit cabanon, lui fermant la porte au nez. Elle s'arrêta là, clouée, m'attendant sur le palier. Que faire? À travers le Judas, j'observais. Elle était bien là. Il y avait quelques maisons à proximité. Des voisins la verraient. Comment est-ce qu'ils réagiraient? J'allais me faire remarquer, m'attirer des ennuis. Sur les coups de 8 heures du soir, je la retrouvais plaquée contre la baie vitrée de mon petit salon. Elle se tenait collée contre la vitre, immobile, les yeux tournés et fixés vers moi, telle une statue effrayante, mais humaine, pourvue de vie, alors que son atroce visage demeurait identique, conservant son expression figée. J'ouvris. Se déplaçant lentement, elle s'approcha et avança. Toujours aussi lentement, elle se dirigea vers moi, sur moi. Je reculai, peu à peu, jusqu'à ma chambre, tombant de dos sur mon lit. Que faire? Là, elle ôta ses vêtements, tout. Ses côtes étaient particulièrement saillantes, comme 8 pattes, 4 de chaque côté, recroquevillées. Elle avança encore vers moi, me recouvrant, et saisit mon crâne pour y planter sa mâchoire. Elle voulait donc me dévorer. Je sentais une curieuse attraction, mais ne voulais pas mourir non plus et me débattais. Effectivement, 4 longues pattes sortirent, se déplièrent de chacun de ses flancs pour me tenir plaqué au lit. Que faire? Elle s'acharnait de plus belle sur le haut de mon front, y enfonçant puissamment ses dents. Du sang me coulait sur tout le visage. Cette fois, c'en était fait. Elle me briserait le crâne. Alors, me reprenant, je la repoussai violemment. Au contact de ma peau, maintenant si blanche et râpeuse, elle poussa un terrifiant cri de douleur, un râle monstrueux. Quelque chose venait de l'effrayer. Moi, je courus. La porte de la chambre était restée ouverte. Je déguerpis, traversant le cabanon à toute allure, sortant de chez moi. On verrait si elle pouvait me rattraper. Apparemment, non. Elle ne me poursuivait pas. Qu'est-ce qui avait bien pu lui faire aussi peur? Ma peau? Je courais. Je courus longtemps, dans la nuit, au cœur de cette forêt où il n'y avait plus de chemin, donc me dirigeant entre les arbres, les pierres et toute cette poudre blanche de partout. Au bout de plusieurs heures, je parvins au pied d'un grand chêne. Là, m'arrêtant enfin, je me mis immédiatement à creuser. Je creusais de toutes mes forces, à l'aide des seules mains, pendant 1 heure, pour déterrer un corps. Oui, un corps, pas trop mal conservé, dans un grand sac plastique. C'était mon fils, mort. Non, je ne l'avais confié à personne. On me croyait guéri de ma maladie,
de mon infirmité. Eh bien non. Drôle de cerveau que le mien. Depuis les piqûres de cet étrange ver, j'avais mis mon fils de côté, et maintenant, je le mangeais, le mastiquais lentement. J'attrapais une main, un doigt, un bras. Honnêtement, je ne devais pas faire ça. Pourtant, je le faisais. La tête me tournait un peu. Je savourais chaque morceau, dont une partie de la jambe me tachant de sang. Il fallait juste en garder pour plus tard. C'était un peu mon corps. Je continuais. Désormais, il était en moi qui pleurait. Quand je pense à tous les rêves que nous avions ensemble, une oreille. Je me rappelais de lui, petit. Cet amour partagé entre nous, tous les deux. J'avais l'impression de le reprendre. Je continuais. Comment pouvais-je continuer? De bonnes provisions. Il était en moi. Moi, ainsi tombé bien bas. Dans quel rêve est-ce qu'on fait des choses pareilles? Je le mangeais, reprenant des forces. Des vers voulaient me le ravir, et il avait fallu que je l'enterre ailleurs. Il n'allait quand même pas tout me prendre, non. Je les ai bien eus. Poursuivant mon immonde repas, je trouvai un mot dans le sac. Un vieux papier tout froissé, un peu déchiré. Le souvenir me revint lentement. C'était le mot. Le petit mot qu'il m'avait écrit dans l'hôtel, alors que je l'avais engueulé suite à l'incident du verre et que je n'avais pas voulu lire. Des cris d'enfants retentirent, s'élevant de nulle part. Il était là, ce mot. Il l'avait gardé pendant tout ce temps. Il fallait le lire. Je le dépliai. Papa, bien sûr, tu as mauvais caractère et tu es coléreux. Ça oui, tu es comme ce ver que tu n'aimes pas beaucoup là, maintenant, mais que tu finiras par comprendre, et que je comprendrai aussi. Ne t'inquiète pas, on est pareil, on ne fait qu'un. Moi, je t'aime comme tu es. Ne change jamais, mon papa. Ton fils, qui t'aime de tout son cœur, mon coléreux papa. Les cris cessèrent. Des araignées entrèrent dans mes chaussures, se faufilèrent le long de mes chevilles, percées de multiples petits trous. Des araignées, petites et étonnamment blanches, ou plutôt blanchâtres. Elles m'avaient retrouvé. Mon odeur à tous les coups. Mince, je m'enfuis. Elles me poursuivaient encore. Je m'enfuis. Oubliant tout, je m'enfuis. Il y eut un grand arbre devant moi, avec, au niveau de la première branche, un trou assez large où je pourrais sans doute me cacher. Je grimpe. Oui, il est assez grand pour y rentrer. Oh, c'est qu'il fait vraiment noir là-dedans. Je vous ai raconté Même entre eux, une nouvelle de Paul Heunesdom, publiée en avril dernier dans sa collection Histoire de la morte-mort, sous licence Creative Commons, sur le site Atramenta, service de publication d'œuvres écrites, en ligne, en e-book, en livre audio et papier. Ce programme a été réalisé avec l'accord de l'auteur,
d'Atramenta et en collaboration avec l'Écho des Garrigues. Il me reste à vous souhaiter une bonne digestion. À bientôt.